Bonsoir et bienvenue, et oui c'est encore nous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club de 28 minutes. Installez-vous, vous connaissez la maison et vos clubistes vous attendent. Journalistes, historiens, essayistes et dessinatrices, ils vont se pencher sur l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, victime d'injures racistes, le maire insoumis de Saint-Denis, Bali Bagayoko, porte plainte contre la chaîne CNews et appelle à une manifestation contre le racisme demain dans sa ville. Ça confirme le fait que nous sommes dans une société de plus en plus raciste. Là où il y a quelques années, certains tenants de courants racistes pouvaient encore se cacher, aujourd'hui ce n'est plus permis, ils sont clairement en roue libre. Plusieurs élus LFI noirs ont aussi été ciblés par des courriers racistes anonymes. Alors y a-t-il aujourd'hui une banalisation du racisme en France? La réponse de l'État est-elle à la hauteur? On en débattra. Puis, notre invité de la semaine nous dessinera un mouton. Alban Cerisier est archiviste et éditeur. Il publie chez Gallimard une nouvelle édition originale du Petit Prince, le chef-d'œuvre de Saint-Exupéry qui fête ses 80 ans. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre Petit Prince à nous, l'iconoclaste David Castello-Lopez. Salut David. Bonjour Renaud. De quoi vous nous parlez ce soir? De lignes médianes, de lignes discontinues, de passages piétons, de marquage au sol. Mais quelle bonne idée. À tout à l'heure, David. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Marjorie Adelson. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver. Ravi. Bonsoir Frédéric Seiss. Bienvenue Bonsoir, à vous Renaud. Fred. Bienvenue à tous les deux les amis et voici nos clubistes de ce soir. Bonsoir Blanche Leridon. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, directrice des études France de l'Institut Montaigne, spécialiste des questions démocratiques et institutionnelles. À vos côtés, non, Et, encore eh oui. Pascal Blanchard, Eh oui, c'est lui. historien, c'est ça? Eh oui, bonsoir. Bon, je rappelle le titre de votre 1842e ouvrage. Doit-on s'excuser de la colonisation? Celui-ci est coécrit, évidemment, avec l'historien Benjamin Stora et paru aux éditions des Clés de Brouwer. Bienvenue à vous. Merci. Pascal. Oh non, mais c'est double dose ce soir. J'espère que j'ai une prime de risque. Jean Quatremer, ça alors? L'émission va vous échapper très rapidement. Bienvenue Jean. Bienvenue Jean. Ravi de vous retrouver bien sûr, journaliste spécialiste des questions européennes, m'a-t-on dit. Bienvenue à vous les amis et au pupitre, c'est notre ami Louison. Salut Louison. Salut Renaud. Bienvenue Louison, dessinatrice bien sûr. Je rappelle le titre de votre nouvelle BD, Porculus, paru aux éditions Rue de Sèvres. Frédéric, on va commencer avec la première actualité de la semaine. Cette première actualité, ce sont des élections périlleuses pour Viktor Orban dans une dizaine de jours. Viktor Orban serait-il d'ailleurs un modèle pour Marine Le Pen? Et c'est la question, Viktor Orban va-t-il conserver sa mainmise sur la Hongrie avec ces élections cruciales? Effectivement, après 15 ans, plus de 15 ans de pouvoir, un vote scruté par les droites, les extrêmes droites du monde entier, le vice-président américain J.D. Vance va aller soutenir le Premier ministre hongrois sortant dans quelques jours, juste avant la fin de cette campagne. Et puis il y a 10 jours, c'est Marine Le Pen qui a fait le déplacement. Elle espère qu'une réélection d'Orban sera le début d'une vague électorale partout en Europe. Électeurs hongrois, vous êtes les premiers à voter dans ce qui s'annonce comme un bouleversement électoral de notre continent en 2027. La France en avril, l'Espagne en août, la Pologne en octobre, l'Italie en décembre. Ils vont faire advenir non pas une minorité de blocage à Bruxelles, mais une nouvelle majorité qualifiée. Une nouvelle majorité avec des nationaux populistes, en tout cas c'est comme ça que vous les qualifiez à l'Institut Montaigne, Blanche Leridon, dont vous faites partie, avec l'émergence d'un courant un peu partout en Europe, de la Hongrie jusqu'à l'Italie de Giorgia Meloni, en passant par la Pologne du président Nawrocki. Blanche Leridon, la Hongrie de Viktor Orban, c'est un laboratoire pour le Rassemblement national? Absolument, et précisons que contrairement à Giorgia Meloni, Viktor Orban et le parti Fidesz et le Rassemblement national appartiennent au même groupe politique au Parlement européen, ce qui crée des affinités, voilà, ce qui crée des affinités politiques. Donc oui, effectivement, nous, ce qu'on a mis en avant dans la note qu'on a publiée cette semaine à l'Institut Montaigne, c'est quand même une sorte de grammaire commune chez ces nationaux populistes qui se traduit notamment par une rhétorique très hostile à l'égard de l'Union européenne, à l'égard de la migration, à l'égard aussi du pacte vert, mais en réalité une forme de pragmatisme de l'action où on se rend compte, et c'est le cas notamment avec Giorgia Meloni, qu'en dépit d'une hostilité de façade sur l'immigration, eh ben, on a des décrets flux qui autorisent 400 000 entrées de travailleurs légaux sur 2 années. On a un petit peu la même chose avec Orban, lui aussi, qui fait voter en 2023 une résolution au Parlement hongrois pour dire que la Hongrie ne sera jamais un pays d'immigration et qui, en même temps, à ce même printemps 2023, fait voter une loi pour autoriser ce qu'il appelle les travailleurs invités.
ciblés. Donc on voit bien qu'il y a quand même une rhétorique commune et qui doit nous apprendre ce que pourrait être l'exercice du pouvoir par des nationaux populistes en France, sachant que, encore une fois, ce qui les rassemble aussi, et ce qui est peut-être le plus périlleux, c'est bien sûr le rapport qu'ils entretiennent avec l'état de droit. État de droit qui est vraiment la première forteresse qu'on essaie de démanteler. Et ce démantèlement de l'état de droit, il a été tellement fort, tellement loin en Hongrie qu'aujourd'hui, on sait que si la Hongrie n'était pas dans l'UE et qu'elle était candidate pour y entrer, elle ne remplirait aucun des critères. Donc ça en dit long sur l'exercice du pouvoir de ces formations politiques en la matière. Marjorie. Pascal Blanchard, en cas de victoire de Viktor Orban aux élections du 12 avril, est-ce que ça peut être un atout pour le RN en France ? Oui, ça va donner le sentiment qu'en étant pro-Trump, en ayant un discours clair et explicite, en montrant qu'on peut rester au pouvoir. C'est exactement comme pour les mairies RN. Quand on est réélu, c'est la démonstration qu'on sait gérer, qu'on sait bien gérer et qu'on est aimé par le pouvoir. Oui, en plus, c'est pratiquement un parti unique qui domine en Hongrie, donc je pense que la différence avec Meloni, mais en fin de compte, le RN est beaucoup plus opportuniste que ça. Bien sûr que cette victoire va compter, d'ailleurs, sinon Marine Le Pen ne serait pas mis en même temps que d'autres populistes et européens à côté de lui. Mais je pense qu'elle va faire une fusion entre les deux. C'est pas forcément le modèle hongrois qui va arriver en France. D'abord, le RN a toujours été opportuniste, un mélange de plein de choses différentes. Le RN est d'abord le RN. Et puis, il faut s'associer à des gens qui peuvent gagner. Pourquoi ? Parce que tous ont en tête que Trump peut perdre aux États-Unis. Et les élections vont arriver après les midterms. Donc l'association avec Trump peut être très dangereuse. C'est-à-dire, on peut perdre le pouvoir. Alors que là, ils se disent qu'il y a une suite, une succession. Et regardez le discours qu'elle a tenu. Elle aurait même pu en rajouter d'autres en disant qu'il va y avoir peut-être des élections, vu la situation en Allemagne, qui pourraient arriver. Et puis l'Angleterre. Il y a cette vision de dire que tout le continent va basculer naturellement vers un national-populisme. C'est plutôt ça qu'elle a été chercher en Hongrie, de montrer que maintenant, le temps de la victoire était arrivé et était possible. Jean Quatremer, dans ces deux inspirations possibles pour l'extrême droite en France, Giorgia Meloni en Italie et Viktor Orban en Hongrie, est-ce qu'il n'y a pas aussi deux formes de différence ? L'une sur ce que certains appellent l'union des droites, qui est en fait l'union de la droite et de l'extrême droite, qui est peu ou prou faite par Giorgia Meloni en Italie. Et puis l'autre peut-être sur le rapport à la Russie et à Vladimir Poutine. On sait que Viktor Orban est un allié de fait de Vladimir Poutine, ce qui n'est pas le cas de Giorgia Meloni en Italie. Excellente question, Renaud Dely. Effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'attends la réponse. Oui, vous êtes très fort. Et Giorgia Meloni n'est pas Viktor Orban. Ça, c'est clair et net. D'abord, ils ne sont pas dans le même groupe politique au Parlement européen. Giorgia Meloni est dans le groupe de ECR, en l'occurrence. Il n'est pas avec les conservateurs réformistes. Notamment, il y a les Polonais qui sont dedans, les Polonais droit et justice, du PiS. En l'occurrence. Et Giorgia Meloni, depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, à Bruxelles, elle est impeccable. Elle ne bloque rien. Elle joue le jeu européen. Elle joue compris sur le plan budgétaire, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Parce qu'elle a les 190 milliards de fonds Next Generation EU. Oui, mais ce qui est vrai aussi. Qui l'oblige un petit peu à jouer le jeu. Oui, mais on pourrait dire exactement la même chose de la Pologne, on pourrait dire la même chose de la Hongrie, de la Tchéquie, de la Slovaquie, etc. Ils reçoivent énormément de fonds européens, ce qui ne les empêche pas de jouer contre l'Europe. Par exemple, Giorgia Meloni n'a pas bloqué le prêt de 90 milliards qui doit aller à l'Ukraine, alors que Viktor Orban, lui, l'a bloqué. Et maintenant, il va même bloquer les sanctions qui visent la Russie. Et il pourrait s'opposer à la reconduction des 10 paquets de sanctions. Je veux dire, c'est un truc de dingue. Et le fait que Marine Le Pen s'affiche aux côtés de Viktor Orban, c'est vraiment, à mon avis, c'est un pari très dangereux. Parce que d'abord, il peut perdre. Et puis surtout, c'est clairement quelqu'un qui est pro-russe. Donc, une nationaliste qui se dit, moi, je vais faire le jeu de la Russie, je ne suis pas sûr qu'en France, ça fasse vraiment ses affaires. Il y a un noyau pro-russe en France, mais il n'est pas majoritaire. Donc je pense qu'elle fait une erreur. Elle ferait mieux de s'afficher aux côtés de Giorgia Meloni, mais Giorgia Meloni n'aime pas Marine Le Pen. Et on sait qu'en Italie, elle soutient plutôt Matteo Salvini, Marine Le Pen, la Ligue italienne. Un dessin de Louison. Alors il faut toujours se méfier des tambouilles, parce qu'en politique, en cuisine ou autre, ça peut rester un peu sur l'estomac. Voilà. Merci Louison. Frédéric, on va passer à votre duel de la semaine. Ce duel, il oppose cette semaine le chef de l'État au Premier ministre israélien. Oui, Renaud, à ma gauche, Emmanuel Macron, 48 ans, le président français. À ma droite, Benyamin Netanyahou, 76 ans, le Premier ministre israélien. Il n'achètera plus de matériel militaire français, un boycott annoncé en début de semaine. Le gouvernement israélien précise que ses futurs achats de défense, il les fera uniquement auprès de pays alliés. Je cite, manière de dire que la France n'est pas ou n'est plus un pays allié pour Israël. Un coup de froid diplomatique confirmé par l'ambassadeur d'Israël à Paris. Nous n'attaquons jamais personnellement qui que ce soit, certainement pas le président Macron, mais il y a eu des choix qui ont été faits par le gouvernement français ces derniers temps, qui pour nous, prouve que la France ne se définit pas comme un ami d'Israël.
Alors, des choix qui ont déplu à Israël. Il y a eu bien sûr la reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron il y a 6 mois qui a ulcéré Benyamin Netanyahou. Mais plus récemment, la France a décidé d'interdire le survol de son territoire aux avions israéliens qui transportent des armes. Le week-end dernier encore, un avion israélien a été empêché d'entrer dans l'espace aérien français, ce qui a provoqué la colère du meilleur allié d'Israël, un certain Donald Trump. Sur son réseau social, le président américain écrit qu'il s'en souviendra. Il juge que la France est très peu coopérative dans la guerre contre l'Iran. Très peu coopérative, la France, oui, et c'est revendiqué par Emmanuel Macron. Je ne suis pas le commentateur d'une opération que les Américains ont décidée avec les Israéliens seuls. Ils peuvent après déplorer qu'ils ne sont pas aidés dans cette opération qu'ils ont décidée seuls. C'est pas notre opération. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait la paix le plus vite possible et un cadre diplomatique qui soit établi. Mais bien loin des tweets en majuscules de Donald Trump, pour bien comprendre cette brouille, il faut aussi aller au Liban, pays auquel est très attachée la France pour des raisons historiques. Emmanuel Macron a d'ailleurs demandé à Benyamin Netanyahou de renoncer à toute intervention terrestre dans le sud du Liban, mais rien n'y fait. Depuis plusieurs semaines, l'armée israélienne frappe le sud du Liban, 1 million de déplacés. Elle pilonne le Hezbollah, cette milice alliée de l'Iran qui, de son côté, régulièrement envoie des roquettes sur Israël. L'armée israélienne promet même d'occuper militairement le sud du Liban, c'est ce qu'elle appelle une zone de sécurité pour l'État hébreu. La tension entre la France et Israël est même montée d'un cran lundi dernier, quand notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dénoncé les intimidations de l'armée israélienne en direction de soldats français, 700 soldats français qui sont déployés au Liban dans le cadre de la force de l'ONU. Certains d'entre eux ont subi des tirs de semonce, des mises en joue de la part de soldats israéliens, selon des sources diplomatiques européennes, ce que n'a pas démenti d'ailleurs Israël, qui a promis une enquête. Jean Quatremer, il a l'air très loin le temps où Emmanuel Macron recevait Benyamin Netanyahou en l'appelant « Cher Bibi », son surnom affectueux. Oui, absolument. C'est une série de choix diplomatiques qui, quand même, interrogent, puisque ça a tendance à nous marginaliser dans la région. Il ne faut pas oublier aussi que l'attitude de la France à l'égard d'Israël, c'est aussi l'interdiction, par exemple, d'exposer des armes au salon de l'armement du Bourget. Donc il y a les bonnes armes qui tuent correctement, donc celles-là, on peut les exposer. Sur laquelle est revenu Emmanuel Macron l'année d'après. Parce que, effectivement, mais il a retenté de le refaire, et puis finalement, devant le tollé, il a renoncé. Là, quand même, interdire le survol par les avions américains du territoire européen, du territoire français, c'est un truc de dingue. Je veux dire, c'est vraiment un acte d'hostilité à l'égard des États-Unis. François Mitterrand l'avait fait en 86 lorsque les Américains avaient bombardé la Libye, par exemple. Mais là, en l'occurrence, il se trouve que en Iran, c'est comme si l'Iran était une démocratie, un pays normal. Ils ont massacré entre 30 et 80 000 ressortissants, enfin leurs ressortissants qui manifestaient dans les rues le 8 et 9 janvier. Donc on ne peut pas dire que ce qui se passe en Iran est quelque chose d'illégitime. Interdire le survol de son pays par des avions américains, c'est soutenir le régime iranien, c'est ce que vous expliquez. C'est ce que j'ai déjà dit c'est ce que j'ai dit pour l'Espagne, qui a interdit l'utilisation des bases. On a pris parti dans cette affaire. Tant pis, il faut assumer. Alors, quant aux sanctions, à la réponse israélienne, faut pas exagérer non plus. Ils n'achètent pas de matériel européen. Ils achetaient une vingtaine de millions d'euros par an à comparer avec 20 milliards d'exportations françaises. C'est 0,1%. C'est inexistant. Nous sommes déjà en froid avec Israël depuis extrêmement longtemps. Les Israéliens ont fait le choix de l'alignement sur les États-Unis. Ils achètent tout leur matériel aux Américains. Et c'est simple que ça. Pascal Blanchard, sur cette brouille diplomatique, Jean-Noël Barrot a tenté d'aller en Israël pour recoller les morceaux. Ça n'a pas fonctionné il y a encore quelques semaines. Ça n'a pas fonctionné parce que la France a clairement choisi un camp. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Jean Quatremer, mais la France a choisi un camp. C'est vrai, c'est pas une question neutre. Et comme beaucoup de pays européens qui sentent, et je crois qu'Emmanuel Macron a une phrase très très courte, l'a dit quand même 2 fois, ils sont partis seuls 2 fois, et il va falloir trouver une solution en commun. Et tant que la solution ne sera pas commune, les gens se retirent d'un deal. Ils ne partagent pas la nature de ce conflit, le pourquoi de ce conflit, la stratégie de ce conflit. Beaucoup pensent en plus que ça peut mal se terminer. Je rappelle quand même que les grands débats qu'on entend en ce moment, c'est est-ce que ça va se finir comme l'affaire de Suez en 56, où ils vont repartir penauds, ou voir un enlisement comme au Vietnam. On peut dire que ça donne envie à personne d'y aller. Stratégiquement, tout le monde se dit que l'effet sur l'Iran peut être à peu près l'impact aussi négatif qu'il y a eu sur la Russie, par exemple, sur la Syrie, sur l'Irak ou sur la Libye. Donc aujourd'hui, tout le monde regarde ça de loin, donc on ne va pas s'engager même à mi-parcours. Et d'ailleurs, il y a une cohérence des Français, des Espagnols. On ne va pas soutenir indirectement
une guerre, alors qu'on dit de l'autre côté qu'on est contre cette guerre qui a été décidée sans nous. Blanche Loridon, il y a une escalade diplomatique entre les deux pays, on le sent bien. Alors, il y a eu quand même une tentative, vous avez parlé du déplacement de Jean-Noël Barrot en Israël, qui devait essayer de moduler un petit peu tout ça. Il y a eu d'autres initiatives avant. Après la reconnaissance de l'État palestinien et dans son désir de, en même temps et de puissance d'équilibre, Emmanuel Macron était revenu donc, sur sa décision d'interdiction des entreprises d'armement israéliens au salon Millipol. Il y a eu la participation, tout ça est symbolique, mais tout de même est révélateur de la France à l'Eurovision, alors même que les appels au boycott se multipliaient. Il y a eu aussi l'appel à la démission de Francesca Albanese, vous savez, cette rapporteure spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens. Jean-Noël Barrot a appelé à sa démission, ce qui allait totalement dans le sens d'Israël. Donc on voit, il y a quand même aussi une recherche d'équilibre, mais qui là, du fait aussi en particulier de la question centrale du Liban pour la France, et de ce qui est en train de se passer au Sud-Liban, qui est très difficile à tenir en ce moment. Un dessin de Louison. Alors tout ça à hauteur de volatile, d'un côté la colombe de la paix, de l'autre côté le coq français. C'est fatigant tout ça, on en aura le croupion. Voilà. Merci Louison. C'est maintenant l'heure de la une internationale. C'était mercredi à la une du Corriere dello Sport, un quotidien sportif italien, tous à la maison, et oui. Pour la troisième fois consécutive, l'équipe d'Italie ne participera pas à la Coupe du Monde de football. Elle a été éliminée en match de barrage par la modeste équipe de Bosnie-Herzégovine. La Squadra Azzurra a perdu toutes ses couleurs depuis son dernier titre mondial, c'était il y a 20 ans. Une tragédie nationale qui plonge ce pays foot dans une crise profonde. Alors pourquoi un tel naufrage, Pascal Blanchard? Est-ce que c'est juste un échec sportif ou est-ce que c'est bien plus grave? Est-ce que ça touche à l'identité même du pays? Non, c'est quelque chose qui est très technique. En 2010, un rapport était sorti de 900 pages pour expliquer que les Italiens ne fabriquaient plus de joueurs italiens. C'est que l'Italie ne savait plus travailler... 900 pages 900 pages de rapport. C'est vous qui l'avez écrit? Non. Vous l'avez fait écrire, comme d'habitude. Allez-y, Pascal. Et aujourd'hui, il n'y a que 35% d'Italiens en Liga. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un championnat qui n'arrive plus à faire monter des jeunes, très clairement, en première catégorie, qui a vécu sur des étrangers qui ont fait vivre ce championnat, qui n'a pas eu, comme peuvent avoir les Français, on peut tout reprocher aux Français, mais on sait fabriquer des jeunes en formation qui vont monter, qui a eu un rapport très particulier à l'immigration en Italie. Il ne faut pas l'oublier, rappelez-vous les scandales, et vous êtes un spécialiste de foot, d'ailleurs votre petit sourire en posant la question, on s'est douté qu'avec le drame italien, vous le partagez avec grande profondeur. Je suis neutre, je bois vos paroles, ouais, allez-y. Vous parliez de la Serie A d'ailleurs, pas de la Liga. Les Italiens ont beaucoup de mal aussi à faire monter une part de leur immigration à travers le sport et le foot. Rappelez-vous les débats quand il y a eu un joueur noir en équipe nationale en Italie, ça a fait scandale. Toutes ces questions expliquent qu'aujourd'hui, l'Italie a perdu son âme. Il y a 20 ans, elle était championne du monde. Aujourd'hui, ça va faire la troisième Coupe du Monde où elle ne va pas. Donc, elle va devoir attendre 2030 pour revenir. Ça fera 18 ans sans participer à une Coupe du Monde. Et je vois que vous n'allez pas vous en remettre et que vous allez encore... Si elle se qualifie en 2030. Si. Vous êtes vraiment terrible, Renaud Delis. C'est pas la malédiction Materazzi, vous parliez il y a 20 ans, 2006, voilà. On s'en la croit quand même. Merci en tout cas, Pascal Blanchard. Un dessin de Louison? Alors je veux pas être cruel, mais pour les Romains c'était du pain et des jeux, pour les Italiens ça sera donc des nouilles et Netflix. Voilà. Merci Louison, vous êtes dur quand même Louison. Frédéric, on va enchaîner avec un autre dossier de la semaine. Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, 150 000 habitants, la plus grande ville conquise par la France insoumise, victime d'injures racistes à plusieurs reprises. Oui, une enquête a été ouverte pour injures publiques à caractère raciste, a annoncé hier soir le parquet de Paris. Enquête après la plainte du nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, demande même la fermeture de la chaîne CNews, où il a été comparé au mal dominant d'une tribu primitive. Un intervenant s'est même lancé dans un dégagement sur l'homo sapiens et les grands singes. L'État va se porter partie civile pour soutenir le maire de Saint-Denis. Bali Bagayoko a lui appelé à une manifestation antiraciste demain, mais pour l'heure, seuls les partis de gauche ont confirmé leur présence. Blanche Loridon, comme le disait, on l'a entendu, le maire de Saint-Denis, le racisme se décomplexe en ce moment? Oui, tout ça est le triste révélateur d'une forme de racisme un peu décomplexé qui se traduit aussi dans les chiffres. Quand vous regardez les rapports annuels de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, on voit qu'il y a un phénomène très paradoxal en France où on a des Français qui se disent de plus en plus tolérants et de plus en plus préoccupés par le racisme. Ça, c'est vrai, ça monte, ça progresse année après année. Mais par contre, les chiffres sur les actes racistes et antisémites sont en progression. Ils ont augmenté de 11% l'année dernière. Et ce qui est peut-être plus préoccupant encore, c'est qu'on a 1,2 million de Français qui se disent chaque année victimes d'actes racistes, mais 97% ne portent pas plainte parce qu'ils ont le sentiment que la réponse pénale, la réponse judiciaire n'est pas à la hauteur
hauteur des enjeux. Donc on voit bien là qu'il y a un problème. Et ce qui est intéressant dans la façon dont communique aujourd'hui la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est qu'ils disent qu'il y a une espèce non pas de renoncement, mais l'instabilité politique a un peu fragilisé la réponse politique et institutionnelle à l'égard de ce racisme-là. Et ça, c'est vrai que ça fait partie disons, des victimes collatérales un petit peu de cette instabilité politique. Un certain nombre de politiques de ce style-là n'ont pas été suffisamment appréhendées. Et on sait à quel point il faut une incarnation, il faut un volontarisme pour ce type d'action et qu'elles ont manqué dans les 18 derniers mois. Pascal Blanchard, est-ce que ce phénomène, cette parole raciste qui se déverse sur ce maire insoumis en particulier, Bali Bagayoko, et d'autres figures d'ailleurs, d'autres élus noirs insoumis, est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il y a un déclic avec une France raciste qui conteste la légitimité de ses élus et donc se livre à ses propos? Ou est-ce que c'est la résurgence d'un phénomène qu'on voit de façon quasi récurrente? On se souvient par exemple du sort qui avait été infligé à Christiane Taubira il y a un peu plus d'une dizaine d'années, notamment par de nombreux cadres, militants, voire parfois candidats du Rassemblement national. Vous avez entièrement raison, et même vous pouvez remonter très loin dans l'histoire. Quand vous avez Blaise Diagne qui arrivait à l'Assemblée nationale au lendemain de la Première Guerre mondiale, premier député noir élu en Afrique, l'extrême droite, l'Action française se retournait via Léon Daudet et disait « Ah, voilà le cannibale ». Ça a toujours existé. À partir du moment où des élites maghrébines, asiatiques, africaines, antillaises commencent à exercer des rôles de pouvoir, il y a une partie de la droite et de l'extrême droite, et pas simplement à certaines époques de notre histoire, qui deviennent agressives, qui le dénoncent. Pourquoi? Parce que c'est la peur qu'ils exercent ces fonctions. C'est la peur que d'un seul coup ils deviennent vraiment nos égaux. Et à quel moment ils deviennent totalement nos égaux? Quand la démocratie fait qu'ils peuvent diriger une ville où il y a aussi les Blancs. Donc c'est pas que du racisme. C'est un virulent raciste et communiste. Mais la France n'est pas plus raciste qu'hier. Je pense qu'elle l'est même moins. Ouais. Sauf que ceux qui sont racistes hurlent avec les loups en ce moment, parce que pour eux, c'est l'inacceptable. C'est exactement la même chose que quand les femmes ont pu exercer à un moment des rôles et des pouvoirs. Les hommes ne pouvaient pas supporter de les voir arriver au pouvoir. Et bien là, c'est la même chose. Et ce phénomène, pourquoi il prend de l'ampleur? Parce que cette élection est devenue symbolique. Deuxième ville d'Île-de-France. Et une ville en plus marquée par l'histoire. D'autres élus, et qui ne viennent pas forcément que de LFI. Je tiens à le dire. C'est toujours l'histoire, elle montre bien que dans tous les partis politiques, il y a eu l'émergence de nouvelles générations. Donc cette nouvelle génération, elle fait peur. Donc elle fait crier les loups au même moment. Pour autant, je ne pense pas que la France soit plus raciste qu'il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Je rappelle que dans les années 80, dans ce pays, on tuait encore des jeunes au nom de la couleur de leur peau, leur nom. Donc ne faisons pas d'anachronisme. Regardons réellement les choses. Regardons aussi comment notre démocratie a aussi besoin de ça, mais ne soyons pas surpris, à chaque fois que quelqu'un va gagner dans ces cas-là, il suivra ce type de critique. Oui, LFI qui avait aussi accusé, en un sens, le gouvernement de racisme à l'égard du maire de Saint-Denis. Il faut rappeler brièvement les faits. Juste après sa victoire, ce maire avait évoqué certains employés communaux qui ne seraient pas d'accord avec sa politique. Il les avait invités au départ, entre guillemets, et il y avait eu un recadrage du gouvernement qui n'avait dit non, on ne peut pas faire partir des employés communaux pour des raisons politiques. Et évidemment, cette accusation de racisme par la France insoumise du gouvernement a fait sortir de ses gonds le Premier ministre Sébastien Lecornu. Et non, ce n'est pas vrai, on ne peut pas dire cela, c'est un mensonge et vous participez justement en disant cela à la banalisation du mal. Et cette banalisation du mal et du racisme doit être combattue avec la même force et sans relâche. Oui, Sébastien Lecornu, Jean Quatremer, qui laisse entendre que LFI joue avec la question du racisme pour éteindre parfois aussi toute critique politique. Mais c'est tout à fait exact, parce qu'on ne peut pas nier que le premier parti qui a joué avec le racisme, c'est LFI, il a joué avec l'antisémitisme. Et vous savez, quand on commence à jouer avec l'antisémitisme, on commence avec les juifs, et après, petit à petit, ça s'étend. C'est comme un incendie. Et ils ont allumé, véritablement, ils ont allumé un incendie. Depuis 2 ans, et d'ailleurs, Rima Hassan a été convoquée cette semaine, parce qu'elle a retweeté pour appel... apologie du terrorisme. L'eurodéputé LFI. Voilà, l'eurodéputé LFI, donc, qui depuis 2 ans fait des tweets incendiaires et qui appelle véritablement la haine raciale, la haine contre les juifs, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc pour moi, LFI, ils sont responsables, ce sont des bouts de feu. Donc effectivement, maintenant, ils se prennent ce racisme qui existe, et moi je suis complètement d'accord avec ton analyse, en l'occurrence. Il y a 2 formes d'hystérisation identitaire, vous voulez dire. Voilà, le problème, c'est l'assignation identitaire. Mais à partir du moment où vous vous permettez de dire des choses, de jouer sur le nom des juifs, par exemple, ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, à partir de là, les gens d'extrême droite ou les racistes de base, pas forcément d'ailleurs de droite, il y a des racistes à gauche, eh bien, pourquoi je ne me livrerais pas aussi à un peu de discrimination? Justement, Blanche Léridon, il y a un camp qu'on n'a pas entendu sur la condamnation de ces injures racistes, c'est la droite.
C'est vrai, je pense qu'il y a un certain malaise qui traverse et je trouve que c'est quand même assez révélateur que tout ça se soit passé aussi sur la chaîne CNews. À un moment où on s'en prend énormément à l'audiovisuel public en attaque et on a le sentiment d'une espèce de hiatus, d'un décalage immense entre un CNews qui sort complètement, parce que les propos sont quand même assez hallucinants quand on les écoute, et une réaction de l'Arcom assez, pour le moment, qui sait qu'elle ne peut être que réactive, donc qui a beaucoup de mal à gérer ces phénomènes-là. Et c'est vrai qu'il y a un certain malaise autour de la chaîne et on a l'impression que là, le combat à l'égard de l'audiovisuel public, il est au mauvais endroit et qu'il y a bien un endroit où il faudrait aujourd'hui remettre un petit peu le discours au bon endroit, c'est plutôt sur cette chaîne. On ne peut pas non plus dire quand même, juste un mot, on ne peut pas faire comme un maire qui appelle à l'interdiction d'une chaîne de télévision, d'un média, c'est inacceptable. Dès lors qu'il est traité de la sorte, on peut comprendre sa réaction. Oui, dès lors qu'il est traité sur cette chaîne de cette façon-là. Dans ce cas-là, et c'est pas lui qui décide de toute façon. On peut appeler à la poursuite des personnes qui ont tenu ce type de propos, ça oui, mais l'interdiction de la chaîne, je veux dire, c'est non. Un dessin de Louison. Je vais rebondir sur ce que disait Pascal Blanchard, histoire d'apaiser un peu et remettre en perspective. Effectivement, c'était étonnant tout ça, mais au Pays des Lumières, oui. Au Pays du bruit et l'odeur, un peu moins. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Merci Louison. Ah Marjorie, grâce à vous, on va enfin passer à une bonne nouvelle. Grâce à vous et à votre point com de la semaine, Marjorie. Ce soir, une bonne nouvelle, mieux que ça. Alléluia. Un miracle qui nous est annoncé par le magazine Elle. Oui, c'est la grossesse de Marine Tondelier. La nouvelle a fait grand bruit et a relancé le sujet des grossesses en politique. La patronne des Verts l'a révélé notamment sur les réseaux avec ces mots. J'ai quelque chose à vous annoncer, j'attends un enfant, un bébé miracle. Alors il s'agit d'une grossesse naturelle après des années d'infertilité et de PMA, comme elle l'explique dans un long post. Une annonce intime, mais néanmoins très politique pour celle qui est candidate à la présidentielle 2027. Une campagne présidentielle enceinte, puis avec un nourrisson, ça n'est, à ma connaissance, pas beaucoup arrivé, dit-elle. Alors, dans ce message, elle parle aussi de son programme, une politique écologiste et féministe, et elle étrille la maladresse de l'expression, selon elle, réarmement démographique du président Emmanuel Macron. Alors le post, lui, il a été extrêmement commenté et liké plus de 130 000 fois, et ça c'est juste sur Instagram. Alors avant de discuter du fond, parlons un petit peu de la forme. Alors sur les réseaux, il y a ceux qui se moquent gentiment de la longueur de son message. Le tweet est tellement long à lire qu'elle aura accouché d'ici là, peut-on lire. Alors une longueur qui n'a quand même pas empêché les internautes de le lire, et ce jusqu'au bout. Marine Tondelier a d'ailleurs reçu une vague de soutien et de remerciements pour avoir pris la parole sur ce sujet. Pour rappel, en France, un couple sur 4 est concerné par l'infertilité. Qu'il est beau que la parole prenne place, haut les cœurs et haut les ventres, nous dit-on. Pour Vanity Fair, eh bien, cette annonce marque carrément l'histoire politique. Pour d'autres, c'est une info qui rend la course à la présidentielle très excitante. Je suis très heureuse de savoir que les sujets liés à la maternité, la grossesse et la petite enfance seront abordés lors de cette campagne. C'est le cœur de la vie et ça va faire du bien d'en parler. Et oui, car cette annonce, on le disait, elle a des allures de programme, mais ce mélange des genres, c'est pas du goût de tout le monde. Il y a ceux qui pensent d'abord que c'est fini pour elle. Game over, s'amuse par exemple cette personne sur Blue Sky. Voilà, on appréciera différemment, selon les sensibilités, le jeu de mots. Alors, je vous épargnerai la flopée de commentaires, parce qu'il y en a eu des commentaires sexistes. Il y en a eu beaucoup qui lui disaient de rester à la maison. Sachez en tout cas qu'ils étaient extrêmement nombreux. Sur le fond, l'un des principaux reproches qui est fait par les tweetos à Marine Tondelier, c'est celui de la récupération politique. Votre enfant n'est même pas né que vous commencez déjà à vous en servir, peut-on lire. Voilà, celui-là, il y va quand même assez fort. Quelques jours après la défaite des Verts au municipal dans certaines villes clés, comme Strasbourg ou Bordeaux, plusieurs personnes dénoncent un coup de com'. Elle nous fait une Domenech, peut-on lire, utiliser sa vie privée pour nous faire oublier son bilan. Alors pour rappel, c'est une référence à la demande en mariage de l'entraîneur des Bleus à Estelle Denis, après l'échec cuisant Renault à l'Euro 2008. Voilà, je vois que le souvenir est encore vif. Ouais. Alors même son cloche ici, votre poste était bien parti, peut-on lire, jusqu'au moment où vous avez choisi d'instrumentaliser un événement personnel et intime au service de votre agenda politique. Autrement dit, on lui reproche quoi ? D'utiliser cette maternité pour gagner des points à la présidentielle. Mais alors, au final, Renaud, est-ce qu'on peut vraiment scinder l'intime du politique ? Vous avez 4 heures, enfin plutôt
4 lignes. Cette annonce dépasse l'intime, c'est aussi un geste politique, nous dit cet internaute, pour toutes celles et ceux qui vivent l'infertilité dans la solitude et dans le silence. Nos vies sont politiques, notre santé aussi. Blanche Léridon, est-ce que ce message et cette interview qui ont beaucoup fait parler d'eux, est-ce que c'est un coup de projecteur sur la PMA ou est-ce que c'est tout simplement un coup de com' politique? Non, moi je trouve que c'est courageux et salutaire ce qu'a fait Marine Tondelier et vous avez parlé d'accusations en récupération. Non, moi je vois que c'est juste de l'incarnation et que ça fait un peu de bien en politique d'en avoir. Vous l'avez dit, un couple sur 4 qui est concerné par l'infertilité en France, 15% des grossesses confirmées qui se terminent par une fausse couche. Il faut en parler, je pense que c'est très bien. Et c'est tellement compliqué pour l'État de trouver sa juste place dans ces politiques-là, entre un dirigisme des ventres qui, évidemment, n'a pas du tout sa place dans notre pays, et en même temps, comment est-ce qu'on facilite un certain nombre de contraintes, que ce soit biologique avec le problème de l'infertilité, que ce soit économique avec le problème du logement. Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus pendant les municipales, le nombre de familles qui renoncent à avoir un deuxième ou un troisième enfant parce qu'elles ne peuvent pas se loger dans les grandes villes. Voilà, il y a énormément de sujets, et les incarner et les assumer de la sorte, moi, je trouve que c'est plutôt salutaire. Et effectivement, si ça peut être un sujet de campagne, tant mieux. Un dessin de Louison. Alors, en tant que femme de 40 ans, en parcours PMA infructueux ayant fait une fausse couche, d'abord, je dis merci à Marine Tondelier et je suis contente que son bébé n'ait pas le Wi-Fi là où il se trouve, car effectivement, c'est affligeant de lire tout ça. Merci Louison. Mes amis, vous avez chacun choisi donc une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet de l'actualité que vous vouliez aborder ce soir. On va commencer avec vous, Blanche Léridon. Donald Trump à la Maison-Blanche, un discours cette semaine, une allocution solennelle, 20 minutes sur la guerre en Iran, une allocution qui ne nous a pas beaucoup éclairé. Oui, 20 minutes pour pas grand-chose. C'est la première fois que Donald Trump s'adressait aux Américains depuis le début de la guerre d'Iran et aucune annonce significative, aucun infléchissement dans ce combat dont on peine toujours à identifier les buts de guerre, mais un même discours superlatif d'un Trump qui s'autocongratule et qui est, à mon sens, de moins en moins convaincant. C'est un discours qui était avant tout supposé rassurer à la fois les Américains, mais aussi les marchés. Et or, ça a été une parole performative qui a un peu fonctionné à l'envers, puisque les marchés se sont emballés et que ça n'a rassuré absolument personne. La popularité de Trump, elle est au plus bas, et à l'approche des élections de mi-mandat, tout ça est évidemment préoccupant pour lui, mais au-delà, la situation internationale mériterait mieux que ce type de discours. Merci Blanche Léridon. Votre photo, Jean Quatremer, vous nous emmenez en Ukraine, où le couple Zelensky commémore le massacre de Boutcha. Oui, c'est un peu la guerre oubliée, l'Ukraine. Ça fait 4 ans qu'un pays se fait massacrer sous nos yeux, massacré avec l'aide de l'Iran, il ne faut pas oublier. Je reviens au sujet qu'on a abordé tout à l'heure, parce que sans les drones Shahed, aujourd'hui, la Russie ne pourrait pas bombarder les infrastructures civiles ukrainiennes. Je rappelle aussi qu'on vient de fêter l'anniversaire de la prise de Mariupol, où il y a eu entre 40 et 70 000 morts en l'espace de 3 mois, et que le monde entier a détourné le regard. C'est la guerre dont on parle le moins, alors qu'elle est à nos portes et qu'elle menace la sécurité de l'Union européenne, des Européens. Merci Jean Quatremer. Et Pascal Blanchard, on va partir vers de nouveaux horizons avec vous. En l'occurrence, la mission Artemis, nouvelle exploration lunaire. En fait, Trump, quelque part, c'est son espoir pour démontrer aux Américains que l'Amérique est de retour. Et pourtant, il n'y a pas plus wokiste que cet événement. Déjà, dans la fusée, il y a un noir, une femme et un non-américain. Mais que fait Trump? Il est même plus capable d'arriver à mettre 4 pilotes blancs américains classiques. Déjà, c'est la pagaille. Cinquantaine. Deuxièmement, ce qui est pensé là n'a pas été pensé par l'IA, mais c'est un vrai coup de génie. Il faut arriver à comprendre que cette fusée va revenir sur Terre uniquement par la force qui l'a fait partir. Alors, j'explique à tout le monde. Il n'y a pas de moteur qui, après la Lune, vont nous ramener. C'est un calcul, comme un frisbee que vous envoyez, qui va revenir jusqu'à nous. Je trouve ça génial. Et ce que génial, c'est qu'ils n'ont pas fait confiance à l'IA. Ils ont fait confiance à l'être humain. Il y a des centaines de chercheurs qui ont fait ce calcul parce que ça va être la solution pour voyager loin demain. Et enfin, ça fait 50 ans, monsieur, beaucoup plus que les Italiens par rapport à la Coupe du Monde, qu'on n'avait pas été comme ça à faire un tour de la Lune. Et vous allez un peu rêver juste avant le Petit Prince. C'est très bien pour rêver. Une fois de plus. Nous repartons sur la Lune. Vous nous faites rêver une fois de plus, Pascal Blanchard. Merci Renaud. C'est bien que c'est pas la dernière fois. Merci Renaud. Merci Pascal. Un dessin de Louison. Il y en a une qui pétoche, c'est la Lune, parce qu'elle veut pas qu'on lui envoie le gros truc orange là, qui dérange tout le monde ici. C'est pas une poubelle, hein. Rassurez-la, on le garde bien sûr. Merci Louison. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine. Le Petit Prince a bien grandi, il a 80 balais et il a gardé son innocence, son air candide.
Pour cet anniversaire, Alban Cerisier, archiviste et éditeur, publie chez Gallimard une nouvelle édition du manuscrit original du chef-d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Le livre le plus traduit dans le monde après la Bible, 600 langues et dialectes, plus de 200 millions d'exemplaires vendus. Et au départ, il y a donc ce manuscrit absolument splendide, plein de ratures, d'ajouts, et puis 135 dessins préparatoires, Alban Cerisier. Ça veut dire donc qu'à l'origine, avant même le travail littéraire, la réflexion philosophique aussi de Saint-Ex dans ce conte, il y a le dessin. À l'origine, tout part du dessin. Tout part du dessin. Du reste, le livre part du dessin, puisque ça commence par un dessin réalisé par l'aviateur et de souvenirs autour de ces dessins incompréhensibles par les grandes personnes. C'est l'enfance, le dessin, bien entendu. Et Saint-Exupéry était dessinateur pour son plaisir, sa maman l'était également. Et il a toujours associé sa pratique littéraire, d'écriture, à celle du dessin dans ses autres manuscrits également, Courrier Sud. Donc assez naturellement, le dessin s'est imposé pour ce conte de l'enfance. Renaud le disait, il y a toutes sortes de dessins préparatoires dans cet ouvrage. Ça veut dire qu'en fait, c'était un travail d'artisanat qu'il a fait, Saint-Exupéry, parce qu'on imagine parfois qu'il griffonnait comme on l'entend sur un coin de table, et en fait, c'est vraiment de l'artisanat. En vérité, oui, et il s'est donné beaucoup de mal, parce que entre le petit dessin, crayonné comme ça, un peu sans trop y réfléchir, et le dessin définitif tel qu'il se présente dans le livre final, il y a un travail colossal pour lui. Il n'y avait rien d'évident. Il s'y appliquait. Il s'est d'ailleurs isolé pendant plusieurs mois à Long Island. Il était aux États-Unis à cette époque-là. Et il était dans une grande maison, seul, avec son épouse et quelques amis qui venaient le voir. Et il travaillait sur ses dessins. Je pense qu'il a même mis certainement plus de temps à dessiner qu'à écrire le texte. Un travail colossal aussi, évidemment, sur le texte. On le voit donc avec ce manuscrit, les ratures, les ajouts. Et on s'aperçoit que les formules finales du texte qu'on connaît n'étaient pas les formules originelles, justement. Il y a beaucoup de corrections. Le fameux « s'il vous plaît », dessine-moi. Il n'y a pas de « s'il vous plaît ». Il a ajouté le vouvoiement, comme il le disait, tardivement, effectivement. Pourquoi Comment ça lui vient? Alors moi, j'ai une petite explication. C'est qu'avec son épouse, Consuelo, dans ses lettres, il passe d'une phrase à l'autre du vouvoiement au tutoiement. Voilà. Je pense que c'est une petite marque, un petit souvenir, un petit clin d'œil à Consuelo. Et évidemment, ça fait trembler le texte entre quelque chose qui relève entre l'enfance et le monde adulte aussi. Ça contribue à cette connotation. Oui, je voudrais parler de votre rencontre à vous avec Saint-Ex. Paradoxalement, vous ne l'avez pas tant rencontré à l'écrit qu'à l'oral, c'est ça? C'est-à-dire Oui, il y a une petite histoire là-dessus, effectivement. Moi, je me suis attaché à Saint-Exupéry à la faveur d'une petite découverte ou d'une grande découverte, on verra, dans les archives Jean Renoir à l'Université de Californie à Los Angeles. Oui. Et j'avais remarqué qu'il y avait dans l'inventaire quelque chose qui avait un rapport avec Saint-Exupéry. Je ne comprenais pas très bien ce que c'était. C'était des disques d'enregistrement. Et donc, à l'époque, c'était vraiment il y a assez longtemps, on a fait numériser, puis un jour, j'ai reçu ces CD-ROM, puis je les ai mis dans mon ordinateur, et puis c'était la voix de Saint-Exupéry. En fait, Saint-Exupéry, que lorsqu'il était à New York, envoyait à son camarade Jean Renoir, qui était à Hollywood, des disques pendant plusieurs semaines, et c'était le scénario de Terre des Hommes. Ils s'étaient rencontrés dans le paquebot qu'ils avaient emmené à New York, tous les deux, et puis ils s'étaient dit, bon, on va faire Terre des Hommes à Hollywood. J'imagine votre émotion en entendant... c'était vraiment un très très grand moment, et l'émotion aussi des héritiers de la famille, parce que je leur ai fait découvrir, bien sûr. On a un passionné par Saint-Exupéry parmi nous, c'est vous. Parce que on a une passion un peu commune, ouais. Et on le sait à distance que je viens de terminer le musée du Petit Prince, et donc je vais lui poser une question, parce que les gens ne le savent pas. Comment Saint-Ex a pu dédicacer ses éditions originales alors qu'il n'est plus aux États-Unis? Quand le livre sort aux États-Unis, il a fait comment? Oui, c'est un petit mystère, mais en fait, on l'a résolu. Saint-Exupéry quitte les États-Unis le 6 avril 1943, très précisément. Le livre n'a pas encore paru en librairie, mais il est en partie imprimé. Et ces fameuses dédicaces, c'est-à-dire il a autographié plusieurs centaines d'exemplaires pour les authentifier. Et en fait, il l'a fait sur les feuilles à plat. Le livre n'était pas encore broché. Donc son éditeur lui a envoyé les épreuves à plat. Et puis, voilà, il a, de façon très scrupuleuse, numéroté lui-même et autographié chacun de ces exemplaires en langue française et en langue anglaise. Là, on est en 1943. Donc, juste avant de partir, il part le 2 avril, et l'ouvrage paraît en librairie le 6 avril 1943. Donc, cet immense succès, il n'a pas pu assister. C'est incroyable. Voilà. Et vous, justement, comment vous l'expliquez avec 80 ans, 80 ans, joyeux anniversaire de recul, ce succès absolument incroyable, plus de 200 millions d'exemplaires vendus, une traduction dans 600 langues et dialectes différents. Pourquoi ce succès universel de ce texte du Petit Prince? Parce que c'est un livre d'apprentissage, c'est un livre qui charrie, comme le disait Saint-Exupéry, de grandes vérités. Voilà, c'est un livre puissamment moral, puissamment poétique, et je pense aussi que c'est un livre qui porte l'idée de la transmission. Au fond, c'est l'histoire d'un petit prince qui est transmise à un aviateur. Et un des ressorts du livre, c'est comment l'aviateur va transmettre cette histoire
au lecteur. Voilà. Donc il porte en lui-même cette question de la transmission. Et puis il y a autre chose. En France, il est apparu à titre posthume en 1946. Saint-Exupéry était mort pour la France. C'était un écrivain extraordinairement célèbre et célébré, Grand Prix de l'Académie française, etc. Donc ça a été reçu par le public français comme un cadeau tombé du ciel. Il n'y a pas d'autre terme. Voilà. Il y a un livre de consolation et de désolation en même temps, qui tremble un peu, quoi. Oui. Merci Alban Cerisier d'être venu nous présenter ce manuscrit original du Petit Prince que vous republiez donc chez Gallimard, ce facsimilé, ces transcriptions, ces ajouts, ces ratures, ces réécritures, ces 35 dessins justement qui sont à l'origine de ce travail. Et en voici un 36e de dessin, il est signé Louison, qui a sûrement tenté le mouton, non? Allez-y Louison. Le Petit Prince n'a pas pris une ride, l'aviateur, lui, par contre, est devenu un peu sourd et dur de la feuille. Donc, c'est compliqué, décide-moi un mouton. Voilà, donc ça, le dialogue est moins apaisé, peut-être. Merci Louison. C'est maintenant l'heure de retrouver notre ami David Castello-Lopez en vrai sur ce plateau. Le voici. Bonsoir David, chaque semaine, vous venez nous parler d'un objet, hein. Oui. Vous vous posez des questions que pas grand monde, à part vous, ne se pose. Vous y répondez à votre façon qui peut sembler parfois un tantinet absurde. Votre chronique s'appelle Le Monde des Choses. Le monde des choses, le monde des choses. Il vous va très bien ce petit canotier David. Mal, hein. Ce soir, comme chaque semaine, vous allez nous parler évidemment d'un sujet d'importance, un sujet capital, le marquage au sol. Oui, une des choses que je préfère dans la vie, c'est de savoir depuis quand les choses, justement, existent. Moi, par exemple, j'existe depuis le premier septennat de François Mitterrand. Vous, Renaud, vous datez de De Gaulle. Et Alain Poher, pour être précis. Et je peux vous dire aussi, parce que je me suis renseigné, que le premier grille-pain moderne date de 1909, on le voit ici. Mais en travaillant sur le marquage au sol sur les routes, j'ai découvert que personne ne savait exactement quand ni où c'était apparu, ce qui me rend personnellement un petit peu triste. Tout ce qu'on peut dire sur les origines du marquage au sol, c'est que la ligne médiane, celle qui sépare la chaussée en deux bandes égales de circulation, elle date de 1911 et qu'elle a été popularisée par un monsieur qui s'appelait Edward Hines dans le Michigan. Aujourd'hui, il y a 20 000 kilomètres de routes en France. La plupart de ces routes possèdent des marquages au sol et depuis toujours, quand je les vois, je me demande... Qui a tracé cette ligne discontinue? Qui a dessiné ce passage piéton? Qui a peint en vert cette piste cyclable? Eh bien, pour répondre à ces questions, je suis allé dans le nord de la France où se trouve l'une des antennes d'une entreprise célèbre dans le monde très fermé du marquage au sol qui s'appelle Midi Traçage. Midi Traçage, pourquoi? Alors, traçage, on comprend, il trace des lignes. Et Midi, eh bien, d'une part parce qu'elle a été créée dans le Midi de la France et d'autre part parce que ses fondateurs s'appelaient Michel et Didier Midi. Je suis entré et là j'ai découvert un monde tout entier tourné vers la signalisation routière. Les œuvres qui sont accrochées sur les murs, ce sont des photos de belles réalisations de marquage au sol. Dans la cour, il y a une forêt de panneaux qui disent tous déviation en noir sur fond jaune. Le jaune dans le code de la route symbolisant quoi? Le provisoire. Le caractère temporaire, excellente réponse d'une signalisation, mais dans le milieu, on appelle ça pas temporaire, on appelle ça du tempo. Voilà. J'ai vu des pochoirs en forme de personnes handicapées. J'ai découvert cet appareil que dans le milieu, on appelle un suédois, sans que personne ait su m'expliquer pourquoi on appelait ça un suédois. Ça ressemble pas du tout, en plus. Voilà. Et ensuite, surtout, je suis parti sur la route, direction Oupline, petite ville de 8000 habitants à la frontière de la Belgique. J'ai mis les vêtements techniques qu'on m'a demandé de mettre et j'ai observé les gens de Midi Traçage au travail. J'ai vu Yannick chauffer de la résine à 170 degrés pour la faire ressembler à une sorte de laitage synthétique, puis dessiner avec ça une ligne médiane tout en pointillé, flambant neuf, avec cette question bien sûr, comment fait-il pour savoir si les traits qu'il dessine ont la bonne taille ? Eh bien, grâce à cette petite roue tarabiscotée qui tourne à mesure que la machine avance, et quand la flèche rouge que vous voyez en haut atteint cette petite dent que vous voyez aussi, ça veut dire qu'il faut arrêter de dessiner, puis on reprend, et quand on arrive à la dent suivante, on recommence à dessiner. J'ai également vu installer ces marquages qui indiquent qu'on n'a pas le droit de rouler à plus de 30 km/h, des marquages qui sont en forme d'ovale très allongé. À votre avis, pourquoi? Le conducteur... Exactement. Mais vous avez travaillé dans la signalisation routière. Exactement. Bonne réponse. Pour que quand les automobilistes arrivent, ils le voient comme un rond par anamorphose. Je vous ai fait la démonstration. Là, c'est un ovale, mais je recule et hop,
ça devient un rond, c'est magique. J'ai vu coller aussi les petits bonshommes handicapés en kit avec leurs jambes séparées du reste de leur corps, ce qui symboliquement ne m'a pas paru très sympa. J'ai vu Salim dessiner des passages piétons avec de la résine à froid, puis son collègue Olivier saupoudrer dessus une sorte de sable réfléchissant comme on sème des graines de tournesol dans un champ. Et clou de cette matinée, j'ai pu assister à la pose de ce qu'on appelle des bandes podotactiles. Si vous parlez un tant soit peu le grec ancien, vous savez forcément de quoi il s'agit. Ça suit? Ah, oui, c'est pour les aveugles. Exactement, ce sont ces voilà. bandes. Et voilà, c'est super. Ce sont ces bandes qu'on va voir ici avec des petites bosses pour que les personnes aveugles sachent quand elles marchent dessus qu'elles sont en train de s'approcher de la chaussée dans le but de ne pas décéder. J'en avais jamais vu des flambant neuves. Regardez-moi ça, c'est super. Et depuis que j'ai passé cette matinée avec eux, je vois les signalisations au sol avec plus de joie et plus de profondeur. J'espère que ce sera aussi votre cas. Et comme cadeau, Renaud. Un Suédois? Non, c'était malheureusement. Je vous ai amené ça. Oh. On appelle ça un œil de chat. Ce sont des petits plots en verre qu'on enchâsse dans la chaussée, comme vous voyez ici, et qui brillent dans la nuit, dans les phares des voitures, qui permettent de ne pas se prendre les trottoirs. Voilà. Au risque... Merci beaucoup, David. Et maintenant, vous savez comment fonctionne la Au risque de vous surprendre, en plus, j'en avais pas. Non, j'en avais pas du tout. Merci beaucoup, David. Merci à tous, les amis. Un dernier dessin de notre ami Louison. Moi aussi, j'ai une surprise pour vous, Renaud. C'est même un cadmium surprise en chocolat. C'est Pâques, c'est la Oh là là, fête. mais je suis gâté ce soir. Merci, Louison. Merci à tous. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte pour 28 minutes samedi et son club international. Comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité de la semaine venu nous présenter tout à l'heure une très belle édition du Petit Prince. Eh bien, la bonne nouvelle est confirmée par Gilbert Bécaud. Le Petit Prince est revenu. Tchuss. Oh, toi de Saint-Exupéry, dans tes royaumes inconnus, où que tu sois, je te le dis, ton Petit Prince est revenu. Quand il me vit passer, moi couvert de poussière, moi qui venais de près, moi qui n'avais pas faim, moi qui n'avais pas faim, non, il m'a simplement dit, monsieur...